Bienvenue sur Hello Mystery 13. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'une meurtrière. C'est parti. C'est une histoire qui hante encore l'Amérique. Non pas par la cruauté calculée d'un monstre, mais par la tragédie absolue d'une dérive psychologique, que personne n'a su ou voulu arrêter. C'est l'histoire d'Andrea Yates. Voici le récit détaillé de cette descente aux enfers. Pour comprendre le drame, il faut d'abord effacer l'image de la meurtrière médiatique et regarder qui était Andrea Kennedy. Née au Texas, c'est une jeune femme brillante, douce et profondément disciplinée. Excellente élève, capitaine de son équipe de natation au lycée, elle obtient son diplôme d'infirmière avec les honneurs et travaille ensuite dans un prestigieux centre anticancéreux à Houston. Ceux qui la côtoient voient en elle une personne d'une empathie rare, dévouée aux autres. En 1989, elle rencontre Russell, Rusty Yates, un ingénieur de la NASA. Rusty est un homme pragmatique, méthodique, mais aussi habité d'une foi religieuse rigide. Le couple se marie en 1993. Très vite, leur projet de vie se dessine influencé par les prêches extrémistes d'un prédicateur itinérant, Michael Woronicki, dont Rusty suit les préceptes. Woronicki prône un retour à la vie primative, accuse les femmes d'être la source du péché originel et affirme que si les parents n'élèvent pas parfaitement leurs enfants, ces derniers iront brûler en enfer. Andrea, habituée à chercher la perfection dans tout ce qu'elle entreprend, prend ses avertissements au pied de la lettre. Le couple décide de ne pas utiliser de contraception et d'avoir autant d'enfants que Dieu leur en donna. Les enfants s'enchaînent à un rythme effréné. Noah naît en 1994, suivi de John en 1995, puis de Paul en 1997. La vie d'Andrea change radicalement. Le couple vit un temps dans un bus scolaire aménagé de 11 mètres de long, un choix de vie spartiate voulu par Rusty. Andrea doit faire l'école à la maison, coudre les vêtements, cuisiner, le tout dans un espace minuscule et isolé de sa propre famille. C'est après la naissance de leur quatrième fils, Luc, en 1999, que la fragile édifice mental d'Andrea s'effondre. Une première crise de psychose postpartum la frappe. Elle fait une tentative de suicide en ingérant des pilules, puis une seconde quelques semaines plus tard en menaçant de se couper la gorge avec un couteau devant son mari. Elle est hospitalisée en psychiatrie. On lui diagnostique une dépression majeure avec des traits psychotiques. Les médecins l'intubent, lui prescrivent des antipsychotiques comme l'Aldol. Son état s'améliore temporairement. L'avertissement médical. À sa sortie, le psychiatre d'Andrea avertit explicitement le couple. Un autre enfant déclencherait une nouvelle psychose, encore plus grave. Pourtant, malgré les avertissements, malgré la fragilité évidente d'Andrea, qui commence à s'isoler dans le mutisme et à s'infliger des privations, elle tombe à nouveau enceinte. Marie naît en novembre 2000. La mort du père d'Andrea, au début de l'année 2001, agit comme le détonateur final. Privée de son traitement d'Aldol, que son nouveau médecin a décidé d'interrompre, Andrea plonge dans une psychose catatonique. Elle passe des heures à fixer les murs, ne nourrit plus Marie, et ses enfants errent dans la maison, livrés à eux-mêmes. Dans son esprit malade, les sermons de Woronicki ont scellé une certitude terrifiante. Elle est une mauvaise mère. Ses enfants ne grandissent pas correctement. Par conséquent, ils sont condamnés à l'enfer éternel. Pour Andrea, il n'y a plus qu'une seule solution pour les sauver de Satan. Elle doit sacrifier son propre salut, accepter d'être exécutée par l'État pour ses crimes, afin que ses enfants, encore innocents, montent directement au paradis. Le 20 juin 2001, Rusty Yates part travailler à la NASA à 8h30. Sa mère doit arriver à 9h30 pour aider Andrea. Ce laps de temps d'1 heure est la seule fenêtre de solitude d'Andrea. C'est le moment qu'elle choisit. Le protocole de la folie est appliqué avec une précision chirurgicale. Andrea remplit la baignoire de la maison familiale de Clear Lake. L'un après l'autre, elle appelle ses enfants. Elle commence par John, 5 ans, Paul, 3 ans, Luc, 2 ans. Elle les noie l'un après l'autre, déposant leur corps froid et humide sur son propre lit, recouvert d'un drap. Ensuite, elle prend la petite Marie, âgée seulement de 7 mois. Le drame culmine avec l'aîné, Noah, 7 ans. En entrant dans la salle de bain, il voit le corps de sa petite sœur flotter dans l'eau. Terrifié, il demande « Qu'est-ce qui ne va pas avec Marie ?» Comprenant le danger, le petit garçon s'enfuit, en courant à travers la maison. Andrea le poursuit, le rattrape
et le traîne de force jusqu'à la baignoire. Noah se bat, se débat furieusement, mais sa mère, habitée par une force surhumaine dictée par son délire, maintient sa tête sous l'eau. Elle laisse Noah dans la baignoire et va allonger Marie dans les bras de ses frères sur le lit. À 9h48, Andrea appelle le 911. Sa voix est monocorde, presque robotique. « J'ai besoin d'une ambulance et de la police. » L'opératrice demande ce qui se passe. « Vous devez juste venir. » Elle appelle ensuite Rusty. « Tu dois rentrer à la maison, dit-elle. »« Qu'est-ce qui ne va pas ?» demande Rusty. Inquiet, c'est le moment. Les enfants, ils sont tous blessés. Lesquels ? Tous. L'arrivée de la police sur les lieux est un choc pour les enquêteurs chevronnés. La maison est silencieuse. Andrea est assise sur le canapé, trempée, les cheveux collés au visage, le regard vide. Elle avoue immédiatement. Le procès qui s'ouvre en 2002 divise profondément l'Amérique. Pour l'accusation, Andrea a agi avec préméditation. Elle a attendu que son mari parte, a enfermé le chien pour ne pas être dérangée et savait que son acte était illégal, puisqu'elle a appelé la police. Le procureur réclame la peine de mort. Pour la défense, Andrea est un produit d'un système médical défaillant et d'une psychose postpartum destructrice. Un expert psychiatre de l'accusation affirme toutefois à la barre qu'Andrea s'est inspirée d'un épisode de la série New York Police Judiciaire, où une mère noyait ses enfants pour invoquer la folie. Cette déposition s'avéra fausse. Un tel épisode n'a jamais existé. Andrea est d'abord condamnée à la prison à perpétuité, mais en 2005, la supercherie du témoignage sur la série télévisée entraîne l'annulation du verdict. Un second procès s'ouvre en 2006. Cette fois, le jury est confronté à la réalité brute de la maladie mentale. Le verdict tombe, non coupable pour cause d'aliénation mentale. Andrea Yates n'a pas été libérée. Elle a été internée au Kerrville State Hospital, un établissement psychiatrique de haute sécurité au Texas. Aujourd'hui encore, Andrea vit dans cet hôpital. Ceux qui s'occupent d'elle décrivent une femme douce, profondément pieuse, qui passe ses journées à faire de l'artisanat, des cartes de vœux et des tricots, dont elle reverse les gains à des œuvres de charité pour l'enfance. Sur son chevet, il y a toujours les photos de Noah, John, Paul, Luc et Marie. Sous l'effet des traitements antipsychotiques, le voile de la folie s'est déchiré, la laissant face à l'insoutenable réalité de ce qu'elle a fait. Chaque année, elle refuse catégoriquement de demander une réévaluation pour faire une éventuelle libération, estimant que sa juste place est derrière ces murs, dans le souvenir de ses enfants. Voilà, la vidéo est finie, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous la connaissiez et à me dire ce que vous pensez de cette histoire. En attendant, pour me soutenir, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et on se retrouve pour la prochaine histoire d'horreur.